Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce nouveau Community Talk qui sonne la reprise. C'est la rentrée, ça y est, les communautés relancent la dynamique. On va faire en sorte tous dans nos communautés de rassembler, de faire se rencontrer, de relancer le business, les interactions et les opportunités sur nos événements, aussi bien physiques que virtuels, mais même si on aime bien quand même majoritairement le physique. Aujourd'hui, pour lancer cette rentrée, je suis accompagné de Dina Louz, qui est la Head of Community de France Digital. Je vais la laisser présenter juste après. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc Super Connecteur organise ces Community Talks. Et c'est dans le cadre d'un lancement qui va avoir lieu courant septembre, d'une nouvelle application pour faciliter l'animation des communautés, notamment pour les community builders, et pour la valorisation aussi des interactions, parce que c'est toujours bien de connaître un petit peu quel est le ROI de ses membres et de ses adhérents, et savoir quelle est la valeur qu'a générée sa communauté par ses interactions régulières. Dans ce contexte, bonjour Dina, et merci de nous avoir rejoints. Bonjour à tous, merci Damien pour l'invitation surtout et pour l'opportunité de m'exprimer sur la communauté de France Digital. Je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté, surtout à une semaine d'un important événement que vous organisez à Paris, donc on va pouvoir vous parler aussi un petit peu plus. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Qui es-tu, tout d'abord, Dina, et puis on va présenter France Digital. Très bien. Alors, je suis Dina Louz, comme tu le disais, Head of Community au sein de France Digital, ce qui signifie plusieurs choses. Ce qui signifie animer la communauté de nos membres, qui aujourd'hui réunit 1800 adhérents. Je reviendrai plus en détail sur leur typologie au fur et à mesure de tes questions. La faire grandir aussi, faire évoluer cette communauté, la fidéliser. Et enfin, garder un lien et créer des projets qui leur permettent de se développer. Alors, petite question, comment en es-tu arrivé à devenir Head of Community de France Digital? Quel est ton parcours? Alors, quel est mon parcours? Donc, j'ai passé 2 ans au sein d'une fédération professionnelle qui représentait des industriels du recyclage, donc rien à voir avec France Digital. Mais on avait beaucoup cette notion de communauté, d'animation et surtout de représentation auprès des pouvoirs publics de nos membres. Suite à ça, j'ai passé une année chez les Napoléons. Les Napoléons, qui est une communauté également d'acteurs de l'innovation au sens large du terme, qui crée des conférences autour de l'innovation un peu partout en France. On a fait le buzz en ayant Barack Obama parmi nos speakers à Paris il y a bientôt 3 ans. Projet sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an sur toute la partie justement digitale et programmation éditoriale. Et donc voilà, c'est au sein des Napoléons que j'ai rencontré France Digital qui m'a fait confiance et qui m'a donné cette opportunité. Excellent. Alors, qu'est-ce que France Digital? France Digital, on est une association. France Digital, on est une association qui a pour objet, qui a 2 missions aujourd'hui, qui est de réunir... Pardon, je reprends. France Digital, on est une association qui réunit les entrepreneurs du numérique et des startups. Et des investisseurs, pardon. On est la première organisation de start-up en Europe aujourd'hui avec nos 1800 entrepreneurs et investisseurs membres. On est né à la suite du mouvement des pigeons en 2012 et notre objectif et qui est un peu notre but de guerre au quotidien, c'est de permettre l'émergence des futurs champions européens du numérique. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'hypercroissance aujourd'hui ne peut plus être la seule raison d'être des entreprises parce que on a besoin d'acteurs européens du numérique parce que la Silicon Valley n'est plus le centre du monde aujourd'hui et qu'en tant qu'Européens, on doit avoir et pouvoir surtout jouer un rôle sur le collectif, et parce que les valeurs de nos startups aujourd'hui en Europe et leur impact positif sur la société et l'environnement est un atout pour attirer les talents du monde entier. Et ça, on le met en avant en faisant émerger un contexte réglementaire favorable à cet écosystème, notamment auprès des pouvoirs publics. Donc, en faisant en sorte que les réglementations soient en accord avec les besoins de nos adhérents.
et la réalité surtout de l'entreprise et de l'investisseur. Et enfin, en permettant à nos adhérents de grandir à travers différentes actions comme lever des fonds, recruter, former des C-level, rencontrer des corporates, networker, améliorer leur impact. 1800 adhérents, c'est quand même assez important. Quelle est la typologie de ces adhérents au sein de la Alors, communauté? il y a deux typologies d'adhérents. La première, c'est des startups, des entrepreneurs et des entreprises de tout niveau et toute maturité. Ça va de la jeune pousse avec les cofondateurs et qui fait moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires au scale-up et licorne tels que Miro ou Blablacar. Et de l'autre côté, l'autre typologie, et c'est là la spécificité de France Digital en Europe, c'est qu'on réunit des startups et des investisseurs. Et donc les investisseurs, il y a deux types d'investisseurs au sein de France Digital. Les fonds de VC, qui représentent aujourd'hui une grosse partie des investissements auprès des startups en France. Et enfin, les business angels. Et alors, quelles sont les attentes de ces deux typologies de membres? Parce que, en fait, il me semble que la particularité de la communauté France Digital, c'est que vous êtes aussi un syndicat. Vous êtes là aussi pour défendre les intérêts des startups. Tout à fait. Comment est-ce que vous vous inscrivez sur les attentes que les membres peuvent avoir vis-à-vis de France Digital et comment est-ce que vous faites pour le retranscrire en tant que défenseur de ces startups et de ces VC? Alors, les besoins de nos startups sont complètement différents en fonction de leur maturité. On distingue de manière assez comment dire ça, de manière assez caricaturale, trois typologies et trois maturités. Donc, il y a les jeunes pousses qui vont avoir besoin de networker, donc de se faire un réseau, notamment auprès de leurs pairs et prendre des conseils dans la manière de structurer leur start-up et quelle direction prendre au moment d'une croissance plus importante. Donc, ils vont avoir besoin de rencontrer des investisseurs également pour lever des fonds. En tout cas, les premiers fonds post-Business Angel et Love Money. Et ensuite, la seconde typologie, donc c'est des startups qui sont en croissance déjà, qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires et qui ont levé donc ces premiers fonds et qui vont avoir besoin donc toujours de rencontrer, de networker, de continuer donc ça et d'être visible auprès de l'écosystème, de commencer à se positionner. Mais aussi de recruter. L'enjeu des talents est primordial aujourd'hui au sein de l'écosystème. Il y a énormément de postes à pourvoir, donc 94% en CDI en France. Donc, c'est une sécurité qui est importante, mais qui manque de visibilité aujourd'hui auprès du grand public. Donc, il y a un sujet d'attractivité des talents. Et donc là, nous, on va avoir on a un programme talent avec une personne en charge de mettre en avant les besoins en recrutement de ces startups à travers différents partenariats, presse, mais également écosystème avec les grandes écoles. C'est des scale-up fairs. Donc, les scale-up fairs, ce sont tout simplement des matchmaking, des rencontres entre recruteurs et candidats niveau C-level. Et enfin, donc la troisième typologie de besoins qu'on connaît aujourd'hui au sein de France Digital, donc c'est les scale-up. À partir du moment où elles ont recruté, elles ont leur C-level et leurs équipes plutôt stables, elles sont passées donc à la série B, souvent même C. Et elle génère un chiffre d'affaires assez conséquent entre 3 et 10 millions d'euros par an. Et enfin, elles, leurs besoins sont l'internationalisation, l'attractivité de talents un peu plus seniors qui vont venir de l'étranger. Et elles attendent de notre part surtout un terrain réglementaire. Et donc, c'est tout là l'influence que tu évoquais tout à l'heure, d'être représentatif et de défendre leurs intérêts. Et c'est là qu'on intervient en général. Et c'est notre cœur de métier aujourd'hui, cette influence auprès des pouvoirs publics français sur certains sujets, mais surtout européens. Puisque aujourd'hui en Europe, on est la principale start-up représentative auprès de la Commission, la plus grosse et la plus importante. Donc, les régulateurs européens se tournent vers nous sur les sujets des startups. Et donc là, on les intègre dans nos groupes de travail, dont je reviendrai tout à l'heure quand on parlera de la structuration de la communauté.
Ok, ok. Et alors pour toi, du coup, qui a pas mal d'expérience sur tout ce qui est community building, le fait de construire, bâtir, développer une communauté, aussi bien par tes expériences passées qu'aujourd'hui avec France Digital, quels sont vraiment les fondamentaux qui sont essentiels vraiment pour construire et développer une communauté? La, pardon, le socle d'une communauté, c'est d'avoir un lien, d'avoir quelque chose, un sujet qui les relie. Peu importe les typologies, qu'ils soient, en tout cas dans l'exemple de France Digital, qu'ils soient investisseurs ou entrepreneurs, on a besoin d'un socle commun qui les lie. Et aujourd'hui, chez nous, c'est cette base de numérique. Le numérique et surtout la volonté de faire de l'écosystème européen, de donner à l'écosystème européen une place importante dans l'écosystème global et mondial, d'avoir un poids. Donc ça, c'est la base aujourd'hui et c'est ce qui lie notre communauté. Et donc, c'est cette notion de numérique et sur laquelle on tient absolument. Il nous est arrivé de refuser des adhérents qui étaient des startups dans le sens littéral du terme, mais qui n'intégraient pas de notion de digital et numérique au cœur de leur business model, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui lie nos membres. D'accord. Ok. Et alors, quel est toi ton rôle en tant que community builder? Quelle est ta mission à toi dans ta profession au quotidien pour animer la communauté? Alors, pour animer la communauté, moi, en tant que Dina, je dirais au sein de cette équipe de France Digital qui œuvre à l'animation de la communauté au global. Hein. Aujourd'hui, chacun de nous a pour objectif d'être en lien avec nos membres. Mais moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'animer cette communauté en gardant un lien avec eux, notamment les écosystèmes en région, de garder du lien, de proposer des événements, de proposer des actions, de les intégrer aux actions de France Digital au quotidien, de faire grandir cette communauté, donc de les onboarder finalement dans cette grande famille, parce que c'est une notion à laquelle on tient beaucoup chez France Digital, c'est qu'on a beau être 1800, on reste une famille et la partie humaine est indispensable et nous tient à cœur. Donc voilà, je garde beaucoup de liens avec les adhérents, je les contacte régulièrement, que ce soit par email de manière traditionnelle ou par texto ou Slack ou autre. On garde un lien humain très important et surtout, la remontée des besoins, on fonctionne beaucoup en bottom-up. Donc en fonction des sujets, je vais les interpeller régulièrement pour leur demander leur avis sur une réglementation à venir, sur un événement qu'on est en train de monter, sur un événement auquel on réfléchit, est-ce que ça correspond à leurs besoins, voilà. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de téléphone, beaucoup de café, beaucoup d'emails auprès de mes adhérents. Alors, c'est intéressant, tu parlais justement de l'onboarding des adhérents. Est-ce que vous avez un process d'onboarding, quelque chose de spécifique vis-à-vis de ces adhérents? Ce qu'ils font pour vous connaître d'ailleurs généralement avant d'onboarder? Tout à fait. Alors, il faut savoir que France Digital, on a connu une croissance qui est assez exponentielle, tout comme les startups. On a grandi d'un coup. Il y a 2 ans, quand je suis arrivée chez France Digital, il y avait 600 adhérents. 600 adhérents et une personne au sein de l'équipe communauté et j'étais la 8e au sein de l'équipe France Digital. Aujourd'hui, en 2 ans, on est arrivé donc à 1800 membres et une équipe communauté au sein de France Digital. Une équipe communauté qui a dû se processer, qui a dû s'équiper et se digitaliser également. On n'anime pas une communauté de 600 comme on anime une communauté de 1800. Donc, on a dû se processer. Aujourd'hui, donc, les membres viennent à nous ou on va les chercher à travers notre plateforme d'adhésion. Une fois qu'ils ont adhéré ou qu'ils sont en cours de process, on a une personne qui est Customer Success, qui fait du Customer Success, qui prend le temps d'appeler chaque nouveau membre pour les onboarder. Donc, il leur explique toutes les actions et tout le champ des projets et des programmes de France Digital, qui prend le temps de remonter leurs besoins. Tout ça est intégré dans notre CRM. On a été obligé de se digitaliser pour faciliter justement l'onboarding et surtout la fidélisation et l'intégration de nos membres sur les différents projets. Donc, cette personne-là met bien à jour les données dans le CRM, donc qui sont les bons C-level en fonction des événements, pour les inviter au programme et aux événements qui leur sont dédiés.
quels sont leurs objectifs, quels sont leurs besoins. Et une fois que tout ça s'est intégré dans le CRM, nous, derrière, on reprend et ça permet à tout le reste de l'équipe de les contacter régulièrement. Donc, ça passe par un coup de téléphone obligatoire, nécessaire et indispensable. C'est 1h à 1h30, mais qui nous permettent aussi de connaître notre communauté de manière très précise. Ok, intéressant. Alors, tu commençais justement à nous parler de l'organisation. Vous êtes une équipe de combien de personnes au total aujourd'hui? Parce que j'ai vu qu'il y avait le bureau, il y a les fondateurs, il y a pas mal apparemment de typologies qui tournent autour de tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'organisation, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, nous, on est une association de loi 19 complètement indépendante et apolitique comme toute association. Et on est dirigé par un board, un conseil d'administration qui est élu parmi nos membres. Donc, chacun de nos membres peut proposer sa candidature lors de l'Assemblée générale et mène une campagne à la hauteur d'une campagne politique auprès des membres et une élection a lieu une fois par an. Donc, notre board est composé donc, de 50% d'investisseurs et 50% d'entrepreneurs pour être représentatif de notre communauté et surtout de l'écosystème digital aujourd'hui. Ce board est lui-même présidé par 2 coprésidents, un coprésident investisseur qui est Benoît Grossman, chairman de Idinvest Partners, et Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar. Ensuite, ce board a choisi un directeur général qui est Nicolas Brienne, qui dirige aujourd'hui l'association. Et enfin, nous sommes une équipe de 19 maintenant, structurée en pôles. Il y a plusieurs pôles. Le premier pôle, donc, est le pôle affaires publiques, qui s'occupe de l'influence, qui va organiser nos membres en groupe de travail en fonction des régulations et des lois à venir, qui va aller voir les régulateurs européens avec une personne en charge des affaires européennes et les régulateurs français et les dirigeants des institutions pour justement échanger de manière très classique quand on fait de l'influence. Et ensuite, on a un pôle, le pôle communauté dont je fais partie. Donc, nous, notre rôle, c'est donc d'animer cette communauté, de la faire grandir, de la fidéliser, de l'activer en fonction des projets, qu'ils soient affaires publiques ou networking / croissance de l'écosystème. Ensuite, on a un troisième pôle, qui est le pôle relations corporate. Aujourd'hui, les startups en France veulent moins lever de fonds. C'est une tendance qu'on voit depuis un an maintenant. Les startups lèvent moins de fonds et veulent des carnets de commandes remplis, tout simplement. Et donc, elles ont besoin de liens avec les corporates. C'est un des enjeux majeurs aujourd'hui. Et donc, on a dû développer cette partie-là. Donc, ils sont 3 à créer des synergies entre les startups et les corporates, les fonds de VC et les corporate ventures également. Et donc, pour générer un maximum de business à travers différentes actions à grande échelle, comme lors du France Digital Day, où on récolte les besoins en digitalisation des grands groupes et on leur présente ensuite des startups qui répondent à leurs besoins en rendez-vous prédéfinis en amont ou à travers des mises en relation directes à plus petite échelle. On a également, donc au sein du pôle communauté, et enfin, on a 3 programmes, je ne veux pas les oublier. On a 3 programmes qui sont dédiés sur des thématiques précises, qui est le pôle talent, dont je parlais un petit peu avant. Le programme talent donc, a pour vocation donc, d'accompagner nos scale-up et de mettre en avant leurs besoins en recrutement. Nos scale-up et start-up d'ailleurs, de les mettre en avant dans la presse auprès de l'écosystème et également d'aller chercher des talents pour eux à travers une talent letter, les scale-up fairs, des mises en relation en direct. On a également une super initiative qui est née pendant le confinement, donc au mois de mars, Confiner mais recruter. Donc il y avait une ambiance un peu particulière pendant ce confinement et donc cette initiative Confiner mais recruter a permis de récolter des centaines de CV, mais surtout des centaines d'offres d'emploi. Donc, les startups continuaient à recruter et ça a donné un signal positif à l'écosystème avec une visibilité incroyable jusqu'à travers toute l'Europe. Et enfin, le programme Impact. Donc, le programme Impact a pour objectif
d'animer une communauté d'acteurs de l'impact, entrepreneurs et investisseurs, mais également grands groupes pour créer des synergies entre ces trois typologies de membres qui sont complètement complémentaires, mais qui a aussi vocation, et surtout vocation d'ailleurs, à créer sur le long terme une transformation des startups à l'hypercroissance classique, en tout cas à intégrer cette notion d'impact qui soit social ou environnemental dans leur processus de croissance et de développement. Et j'ai fait le tour de l'équipe. Beaucoup d'activités pour 19 personnes. Des associations, quasiment tout le monde est entrepreneur dans l'équipe. Alors, question par rapport au sentiment d'appartenance du coup de tes membres, parce que ça doit faire beaucoup de monde à fédérer, à connecter, à rencontrer. Comment vous faites pour faire en sorte de garder un peu cette flamme par rapport au sentiment d'appartenance, le noyau dur justement de cette communauté? Comment est-ce que vous faites pour le développer? Alors, vous faire tout seul à 19 personnes, vu l'étendue des projets, ça fait beaucoup de responsabilités. Alors justement, on ne le fait pas tout seul. Je parlais tout à l'heure de l'importance de se processer et de se structurer. On a dû passer à un CRM qui est indispensable aujourd'hui et qui est un peu notre Bible à tous. Un CRM qui nous permet de connaître notre communauté, de la structurer, de se coordonner aussi, parce qu'on est justement, comme tu l'évoquais, on est 19, ça peut paraître peu, mais c'est aussi beaucoup. C'est 19 personnes qui sont en lien quasi quotidien avec les membres. C'est même pas quasi, qui sont en lien quotidien avec nos membres. Parfois, un membre peut avoir 3 personnes dans la même journée de l'équipe sur 3 sujets qui sont complètement différents. Et donc, on a eu besoin de se structurer. Et cet outil qui est HubSpot, Marion. HubSpot nous permet, en connectant nos emails, d'avoir les historiques des échanges, nous permet d'intégrer également les adhérents dans les différents groupes de travail et les sujets qui leur sont liés, s'ils font de l'IA, s'ils sont intéressés par les sujets des talents, s'ils sont plutôt à tendance impact, si c'est une start-up de la mobilité. Donc, tout ça est intégré dans le CRM. Et donc, d'où l'importance de cet onboarding au départ et de prendre le temps d'échanger et de mettre à jour toutes les informations. Et ensuite, et c'est comme ça qu'on arrive à garder le lien et ce sentiment d'appartenance, c'est qu'on est en lien quotidien, mais de manière pertinente. On fait du quali sans faire du quanti avec nos membres et on le ressent parce qu'on les contacte pour des sujets qui sont au cœur de leurs enjeux. Et surtout en les onboardant sur des événements, en créant des liens entre les différentes startups de la même typologie. Typiquement, on a une task force e-santé qui réunit tous les acteurs de la e-santé aujourd'hui en France, startup en tout cas, et investisseurs. Et donc, en travaillant ensemble, en les contactant régulièrement, en les onboardant sur des sujets communs, on arrive à créer ce sentiment et ils viennent assez naturellement vers nous quand ils ont des sujets qui soient réglementaires ou business liés à leur secteur. Et donc, c'est vraiment en gardant du lien, en se structurant beaucoup, qu'on arrive à garder ce lien et ce sentiment d'appartenance. Après, on a des outils également, des outils du quotidien qu'on retrouve. Il m'est arrivé des goodies, par exemple, des gourdes, des casquettes, les casquettes Orange Fluo, France Digital. J'en ai retrouvé à travers toute la France, sur des bureaux à Bordeaux comme à Lyon ou dans la banlieue de Marseille. C'est des petits objets qui nous rappellent un peu France Digital, qui rappellent qu'on est membre de la communauté et auxquels on tient beaucoup aussi. Et alors, quels sont les différents outils que vous utilisez? Tu as beaucoup parlé du CRM. Tu peux nous parler un peu de ce CRM et est-ce qu'il y a d'autres outils autour de ce CRM que vous utilisez pour garder le lien, pour échanger avec les adhérents? Tout à fait. On utilise, donc, comme je le disais, HubSpot. HubSpot qui est notre CRM qui nous permet vraiment de garder des historiques des échanges email, d'identifier les startups et les investisseurs en jouant avec différents filtres qui soient géographiques, de secteur, de maturité également, qui nous permet de faire des envois, de contacter nos adhérents de manière ciblée, cet outil est quand même assez puissant et le panel des possibilités est assez large.
Et ensuite, on contacte on les réunit de différentes manières. On n'anime pas 1800 personnes comme on anime 100 personnes. Et donc, un peu comme tout le monde, on a des Slack, on a des boucles WhatsApp. On n'hésite pas à décrocher notre téléphone aussi beaucoup. On prend le téléphone et on appelle directement nos membres. On n'attend pas 3 jours qu'on nous réponde à un email. Et qu'est-ce qu'on utilise autre? Pour les mailings, on utilise Sendinblue. Sendinblue pour nos newsletters. On utilise beaucoup Zapier. Zapier qui nous permet aussi de connecter tous nos outils les uns aux autres. Mais le plus important aujourd'hui, ça reste notre plateforme Data Scout. Donc, les membres, en ayant leur adhésion, ont accès à cet espace membre qui leur est dédié. Et à l'intérieur de cet espace membre, il y a une carte des adhérents et des adhérents avec différents filtres qui soient, donc, comme je disais, de secteur, de technologie aussi, du B2B, B2C. Et en jouant avec les filtres, ils peuvent entrer en contact avec les adhérents directement. Et donc ça, c'est essentiel parce qu'on tient beaucoup à ce qu'il y ait des synergies à l'intérieur même de notre communauté. Donc, il y a des synergies entre France Digital et la communauté, mais à l'intérieur même de la communauté, c'est encore plus important. Nous, on est plutôt, on coordonne finalement tout cet aspect communauté, mais l'énergie doit venir de nos membres. Et entre eux, c'est encore mieux quand ça fonctionne comme ça et on fait en sorte que ça se passe comme ça. Ok, tout à l'heure, tu nous parlais du Slack ou du WhatsApp. C'est des outils qui sont utilisés dans quels objectifs, avec quelle typologie des membres? Est-ce que c'est des permanents? C'est des outils de travail? Comment vous fonctionnez avec ces outils? Alors, WhatsApp, c'est plutôt entre nous au sein de l'équipe. C'est devenu vraiment notre outil de travail principal. Au sein de l'équipe, pardon. Slack pour animer des communautés à l'intérieur même de la communauté. Donc, nous, à l'intérieur de l'équipe, on fonctionne un petit peu en portefeuille, même si chacun de nous reste en contact avec tous les adhérents, mais on fonctionne en portefeuille de membres et de typologie d'adhérents. Certains vont animer une task force intelligence artificielle, d'autres animent celle de la e-santé. Moi, je m'occupe de la communauté des VC et des structures incubateurs, accélérateurs et tous les liens avec les régions. Et donc, on structure un peu nos communautés selon différents critères et parfois c'est des groupes qui existent le temps d'une action spécifique et se défont et donc c'est dans ce cadre-là qu'on utilise Slack. Parfois les adhérents préfèrent WhatsApp, donc on va avoir des groupes WhatsApp avec les adhérents. Donc aujourd'hui, en fait, la plateforme Data Scout qui permet en gros de fédérer un peu tout le monde sur cette plateforme et entre guillemets de networker entre adhérents s'ils le souhaitent. Tu as ensuite les Slack qui, eux, permettent de siloter la communauté en différentes sous-communautés et éventuellement WhatsApp en suppléant si certains préfèrent WhatsApp à Slack. Tout à fait. D'accord. Ok, intéressant. Du coup, ça répond à la question de Marion qui nous demandait quels outils utilisez-vous pour l'animation de la communauté. Et on a une autre question aussi de Irène qui revient sur le contenu dont tu nous parlais tout à l'heure, notamment en lien avec les talents, avec le pôle talent. Merci pour ce sujet très intéressant. Dina, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur votre programme talent, objectif, public, outils? Merci. Tout à fait. L'objectif de ce programme, c'est de recruter les meilleurs profils tech, tout simplement. Il y a un objectif d'attractivité, surtout. L'écosystème tech, aujourd'hui, bénéficie d'une visibilité moindre, alors qu'il représente, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus de 20 000 emplois, dont 94% en CDI. Donc, des emplois pérennes et stables. Les startups ne meurent pas. Certaines meurent dans les 3 ans, évidemment, mais 80% d'entre elles perdurent dans le temps et donc ont ces emplois stables. Il y a 2 types de publics. Il y a tout d'abord les scale-up, donc les entrepreneurs et les entreprises, qu'on va accompagner en donnant de la visibilité à travers un partenariat notamment avec les Échos
les 10 startups qui recrutent. Chaque mois, on les met en avant avec les postes qu'elles recrutent. Et la deuxième typologie, ce sont les talents en eux-mêmes et qu'on redécoupe à l'intérieur. Il y a les postes seniors qu'on va aller chercher en ayant des partenariats avec les grandes écoles, à travers leur réseau d'alumni. Avec HEC, avec l'ESSEC, avec Edge, avec INSEAD, avec INSEAD, avec Polytechnique également. Donc, on va aller chercher leur réseau d'alumni et de jeunes diplômés également. On va avoir les talents étrangers qu'on essaye de rapatrier aujourd'hui en France avec comme discours qu'aujourd'hui, la France, les salaires sont peut-être moins élevés qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Par contre, en France, on a des valeurs, on a une sécurité, on a des emplois pérennes. Donc, on ne se fera jamais virer sur Zoom en France. Pour caricaturer un petit peu. Intéressant. Et alors, du coup, on en a rapidement parlé tout à l'heure par rapport à la typologie des membres. Quel est le modèle économique de France Digital? Est-ce que c'est uniquement sur adhésion? Est-ce que vous avez aussi des partenaires, un peu sponsors de France Digital? Je sais qu'aussi, il y a un autre événement, on va pouvoir envoyer juste après là-dessus, qui est France Digital Day. Comment vous fonctionnez? Alors, on a un système d'adhésion. Nos membres sont tous adhérents, comme toute association. Ils payent une cotisation. Une cotisation qui est calculée selon leur chiffre d'affaires. On a 4 paliers. 4 paliers, donc jusqu'à 250 000 euros de chiffre d'affaires. On paye 200 euros d'adhésion. Et le plafond maximum, c'est 2 500 euros à partir de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Entre les deux, il y a un palier à 500 euros et un palier à 1 500 euros. Ça, c'est côté start-up. Côté investisseur, il y a 2 paliers en fonction du montant sous gestion. Jusqu'à 30 millions d'euros sous gestion, c'est 1 500 euros par an. Et au-delà de 30 millions, qui est le plafond maximum également côté investisseur, on paye 2 500 euros par an. Il faut savoir que chez nous, ce sont les entreprises qui sont adhérentes et pas les personnes. Donc, on intègre une adhésion pour une entreprise à laquelle ensuite on onboardera toute l'équipe, tous les C-level, donc CEO, CTO, CMO, CFO, HR également. Côté VC, donc il y a les managing partners, les directeurs d'investissement, les équipes operating également, qu'on redécoupe en sous-communautés et qu'on anime et qu'on invite en fonction des besoins des événements et des sujets qu'on va avoir. Donc, il y a un groupe qui s'appelle HR Power, donc qui réunit les HR de nos startups, qui se réunissaient pendant le confinement chaque semaine et qui aujourd'hui se réunit une fois tous les 15 jours pour justement discuter des enjeux RH des startups. Et de côté investisseur, on a également un groupe qui s'appelle l'Operating Crew, qui réunit toutes les équipes operating des fonds d'investissement français, qui se réunissaient également pendant le confinement toutes les semaines. Aujourd'hui, continuent à se réunir toutes les semaines pour discuter donc des enjeux de leur startup, de leurs enjeux en tant qu'investisseurs également, et qui nous permet déjà de créer du lien et des synergies au sein de l'écosystème. Ok, donc pendant le confinement, vous êtes passé beaucoup en mode digital, à faire des workshops en visio. Et est-ce que tu peux du coup nous parler des rituels qu'organise France Digital pour fédérer sa communauté? Je sais, bon, bien évidemment, il y a le France Digital Day, donc, ce sera intéressant que tu nous le présentes, mais est-ce qu'il y a d'autres petits événements dans l'année que vous organisez ou d'autres actions que vous mettez en place hors événements qui sont des rituels pour vous? Oui, tout à fait. On a différentes traditions, je dirais, qui nous permettent de réunir nos membres. Et ces temps-là sont bien marqués dans l'esprit de nos membres. Et ça permet aussi de créer ce sentiment d'appartenance parce qu'ils connaissent les traditions, ils connaissent les dates à l'avance. Je vais finir par le France Digital Day. Je vais commencer par la galette des rois au mois de janvier. Donc, tous les ans, au mois de janvier, on organise cette galette des rois et des reines. Qui nous permet de faire le bilan de l'année passée avec nos membres, mais surtout aussi de présenter le calendrier de l'année à venir, ce qu'on appelle la roadmap, de présenter les actions à venir, que ce soit à Paris ou en région, parce qu'on tient à avoir une présence aussi en région sur lesquelles je reviendrai plus tard.
Donc ça, c'est au mois de janvier, systématiquement. On organise également le Blockchain Day, qui n'a pas eu lieu cette année puisqu'on était tous confinés. Mais le Blockchain Day réunit toute la communauté blockchain européenne avec des talks dédiés, avec des rencontres start-up, blockchain et VC investissants dans ce secteur, qui réunit également un CTO Day. Donc, le CTO Day, ce sont les C-Level Day. Ce sont des journées dédiées à un métier, donc très opérationnel, durant lesquelles on aborde des sujets très terrain, finalement, des enjeux liés à leur métier, qu'on décline CTO, qu'on décline avec des CMO Day, avec un CFO Day également au mois de décembre, tous les ans, traditionnellement au mois de décembre à Paris. Voilà, on décline ça sur tous les métiers, avec des dîners de CEO, etc. Le deuxième grand temps de France Digital, c'est l'Assemblée Générale et la Summer Party, donc qui ont lieu fin juin, début juillet généralement. Donc l'Assemblée Générale, c'est là où est élu le board. Il faut savoir que notre board est renouvelé de moitié tous les 2 ans. Donc les board members ont des mandats de 2 ans, ce qui nous fait une élection par an. Donc, chaque année, on élit de moitié un nouveau board. Donc, ça aussi, c'est assez ancré dans l'esprit de nos membres et ils attendent la campagne généralement avec impatience. Enfin, on a la France ISEAE conférence, donc qui aura lieu en physique cette année également le 16 novembre prochain à Station F. On réunit toute la communauté intelligence artificielle, start-up, investisseurs, chercheurs également et corporate, ce qui permet de créer des synergies entre tous ces acteurs, qu'ils soient penseurs ou opérationnels de l'intelligence artificielle, avec des rencontres start-up VC, mais également un data fair qui permet, donc ce sont des job dating sur les métiers de l'IA et plutôt des métiers tech. Et enfin, ensuite, un temps aussi, quelque chose qui revient qui revient chaque année dans chacune des villes en France, donc qui est le France Digital Tour, qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, le France Digital Tour, on est parti du constat tout simplement que 50% des startups se créent en région, en dehors de l'Île-de-France, en tout cas du Grand Paris, et 90% des investissements se font à Paris et généralement autour de la place de l'Opéra. Donc, en partant de ce constat et surtout de ce besoin remonté de notre communauté et de nos membres, on a décidé de créer ce format, donc le France Digital Tour, qui embarque tous les investisseurs, généralement entre 25 et 30 fonds d'investissement et collectifs de business angels pour répondre à toutes les maturités de start-up qu'on peut rencontrer. 30 structures d'investissement qu'on met dans un même et unique TGV et pour lesquelles on source entre 60 et 120 startups selon les villes. Et on organise, donc les investisseurs viennent en une après-midi, ils font 6 rendez-vous, ils rencontrent 6 startups différentes. Et de même, les startups rencontrent 6 fonds d'investissement différents. Okay. Et enfin, le France Digital Day, qui est la grande messe et finalement l'addition de tous ces événements. Le France Digital Day, c'est 3000 personnes au Musée des Arts Forains début septembre, qui réunit toute la communauté C-level, investisseurs, mais également décideurs publics sur cette demi-journée à Paris, qui permet également de réfléchir autour des sujets tech. Qui permet de discuter des grandes tendances de la tech, mais aussi d'être très prospectif sur les sujets à venir. Cette année, on a choisi de parler des alternatives, donc les alternatives en faisant un focus européen. Les alternatives qu'on décline en 3 sujets qui représentent aussi les sujets qu'on porte tout au long de l'année, le sujet des talents, le sujet de l'impact et de l'Europe avec, voilà, on va présenter des alternatives européennes aux big tech qu'on peut connaître aujourd'hui, qui viennent en majorité de la Silicon Valley. Et c'est aussi un grand moment de rencontre
et de networking, puisque on organise donc c'est one-to-one entre startups et VC. On a plus d'une trentaine de VC, mais surtout de corporate venture qui sont partenaires et qui viennent rencontrer des startups. On a également une grosse partie une grande partie entre start-up et corporate. Donc, les corporates, comme je le disais tout à l'heure, viennent avec des besoins et les start-up ont des solutions qui répondent à ces besoins. Donc, nous, on fait ce matchmaking en faisant des entretiens avec les corporates, mais également avec les start-up un par un pour mettre en place ces rendez-vous mardi prochain. Excellent. Et on finit avec un petit temps de clôture au Quai d'Orsay cette année. Mais c'est aussi le France Digital Day, au-delà de la partie événementielle et mise en relation, c'est une démonstration de force auprès des pouvoirs publics parce qu'en réunissant cet écosystème, on montre à quel point l'écosystème tech est important et solide et structuré en France et surtout est une partie importante du paysage économique français. Puisqu'il est générateur de chiffre d'affaires, d'emplois pérennes. Et donc aujourd'hui, on se bat et on continuera à se battre pour que le gouvernement ne nous exclue pas et n'exclue pas cet écosystème des différents plans de relance et autres actions mises en place. Alors, j'allais y venir justement sur cet aspect KPI, satisfaction des membres, résultats atteints. Quels sont vos KPI, ceux que vous suivez, qui sont importants pour vous en tant que défenseur du coup de cet écosystème numérique? Quelles sont aussi les attentes et du coup, comment mesurer la satisfaction des membres côté adhérents et vis-à-vis de vos résultats aussi côté lobbying, influence du coup auprès des pouvoirs publics? Parce qu'il y a différents types de KPI selon la population qu'on a en face et vos propres enjeux par rapport à votre mission. Donc, ça peut être intéressant. Effectivement, on a 3 types de KPI qui sont complètement liés aussi aux pôles qui sont existants chez France Digital. Il y a les KPI communauté, les KPI de la communauté qui sont les nouveaux membres. Le nombre de nouveaux membres, le taux de churn, donc le nombre de nouveaux membres qui renouvellent son adhésion au sein de France Digital. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, on était à 600 membres avec un taux de churn autour de 80%, qui était énorme. Et aujourd'hui, donc 1800 membres avec un taux de churn qui est inférieur à 29%. Okay. Qui est inférieur à 29%. Donc, on a aussi beaucoup travaillé cette partie-là, que ce soit de manière digitale, mais également humaine, et d'où l'importance d'avoir ce CRM qui nous permet de n'oublier personne, tout simplement, et d'activer les bonnes personnes. Donc, les nombres de nouveaux membres, le taux de churn, le nombre de... Alors, du coup, pas en ce moment à cause du Covid, en tout cas pas ces derniers mois, mais le nombre de participants uniques à nos événements, le nombre d'adhérents uniques participant à un événement, donc qui nous permet de voir qui est actif, qui ne l'est pas, et de suivre surtout tout au long de l'année. Le deuxième type de KPI qu'on a, donc qui sont plutôt liés au pôle affaires publiques, donc le nombre de rendez-vous qu'on peut avoir avec des décideurs, les résultats qui sont les résultats, les gains, je dirais, en termes de réglementation qu'on a, et les retombées presse. Les retombées presse dans la presse dans la presse lu par les décideurs, donc les Échos, la Tribune, l'AFP, Bloomberg, Financial Times, Reuters également, les dépêches Reuters. Donc voilà, toute cette presse, Le Monde, qui est lue. Et donc ça, c'est ce qu'on suit, ce qui nous permet aussi d'être présent, de calculer, de veiller, à être présent dans les esprits des décideurs. Enfin, sur l'engagement, on a un dernier point qui est l'engagement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn, sur lesquels on est très présent parce que notre communauté est très présente sur ces réseaux-là. Donc, on mesure chaque mois le taux d'engagement, les impressions, le nombre de retweets, de likes et autres partages. Ok.
Est-ce que j'ai répondu à tous les aspects de ta question? Tout à fait. En plus des résultats, bien sûr, de l'influence que vous avez auprès des gouvernements sur les résultats effectifs avec les décrets, la politique générale, avec le numérique. Tout à fait. Mais ça, c'est des résultats qu'on calcule plutôt sur du long terme. Il y a des victoires qu'on obtient assez rapidement de manière inattendue et d'autres voilà, pour lesquelles on se bat depuis 3, 4, parfois même 5 ans, puisque maintenant on existe depuis 8 ans et on est un ancien. On est des anciens qui sont calculés sur du long terme. Plutôt. Okay. Pour répondre un petit peu aux questions alors Irène, donc pour continuer sur la question des talents, comment France Digital traite la question de l'inclusion économique de certains publics qui ont du mal à avoir un réseau facilitant l'accès à l'emploi. Ça, c'est vrai que c'est un enjeu. On en entend pas mal parler aussi avec French Tech Tremplin. Vous, de votre côté, avec France Digital, sur cet aspect talent, assez rapidement. Il faut savoir que que France Digital est également opérateur de French Tech Grand Paris. On est une capitale French Tech avec une personne, ma collègue Charlotte, qui est en charge de cette communauté Grand Paris et non pas Paris. On est tout à fait conscient de cet enjeu sur lesquels on travaille beaucoup et notamment sur les acteurs tremplins qu'on accompagne cette promotion. Nous, on intervient justement sur la partie réseau. Donc, dès le départ de la construction de ce programme tremplin, French Tech Paris a eu pour mission de mettre en place un système de mentoring entre les entrepreneurs membres de France Digital et qui vont accompagner, donner des conseils et du réseau surtout à cette promotion French Tech Tremplin. Donc, l'idée, c'est de leur donner les clés. On fait ça en collaboration avec d'autres structures telles que les Déterminés et School Lab, qui, eux, interviennent sur la partie soft skills et sur la partie structuration très opérationnelle de son business. Et donc, on les accompagne tout au long de l'année. On les a pas lâchés pendant le confinement. Charlotte leur parle au quotidien. Et donc, l'objectif aujourd'hui et même cette année, c'est de présenter une promotion tremplin aux investisseurs. Okay, merci. Et en lien avec les événements, on a deux questions. Le premier, c'est comment êtes-vous structuré pour travailler sur ces événements puisque vous avez une belle structure sur l'aspect animation de communauté. Est-ce que ce sont du coup ces mêmes personnes qui ont la capacité de s'occuper de la coordination et de l'organisation événementielle? Deuxième question, plus en lien avec la com avec les événements. Marion nous demande, entre chaque gros event, est-ce que vous possédez du contenu de quel type des types événements en ligne, des articles ou autres? Alors, je vais répondre dans l'ordre. Donc, la première, c'est sur la partie événementielle. On a 2 personnes dans l'équipe en charge de la partie événementielle, donc de penser des événements, de coordonner justement et de s'assurer de la bonne tenue opérationnelle de l'événement. Donc, on a Cécile, notre super event manager, qui est incroyable et qui gère tout ça d'une main de maître à elle seule, mais elle est également accompagnée par Valentine, qui fait un travail incroyable, pareil sur l'animation de cette communauté de bénévoles également, qui nous accompagnent sur nos événements, des bénévoles et qui l'appuient au quotidien. Et ensuite, nous, équipe, chacun de nous est en charge d'une brique des événements. Donc, chacun de nous est leader d'un projet et d'un événement. Et sur le France Digital Day, qui est l'addition de tous finalement, on est chef de projet sur une des briques et à nous de nous coordonner. Un événement comme le France Digital Day demande une organisation quasi militaire. On a beau le faire chaque année, on a besoin d'être très, très structuré. Donc, Cécile nous structure tous et fait en sorte qu'on ait bien tous les enjeux en tête. Et surtout, on a 2 réunions par semaine qui sont dédiées à ce France Digital Day. De même pour la Francisae conférence, c'est une réunion par semaine pour se coordonner sur tous les points. Et c'est beaucoup de communication, beaucoup de process. Énormément de process, donc avec des documents dédiés qui sont mis à jour de manière très pointue par toute l'équipe et on s'y tient parce que ce sont des documents sources pour le reste de l'équipe et éviter de se poser 50 fois les mêmes questions. C'est notre CRM dans lequel on stocke 100% de nos informations. C'est aussi des formulaires pour nos partenaires, pour avoir toutes les informations, pour nos participants également. Donc voilà, c'est beaucoup de structures, des outils, une personne en coordination et énormément de communication. Et sur l'aspect justement communication entre les événements, comment
Alors, la communication entre les événements. Alors, il faut savoir que nos événements sont riches en contenu, qu'ils soient contenus d'affaires publiques ou contenus à destination de nos adhérents. Donc, on se sert beaucoup de ces contenus qu'on va pousser sur toutes nos plateformes de manière donc en vidéo ou sous forme d'articles et même en podcast. L'année dernière, les contenus du France Digital Day sont tous sortis en podcast et sont disponibles sur les différentes plateformes Spotify et l'application podcast d'Apple. Donc les différents contenus sont poussés. On écrit beaucoup, on a rédigé quelques chartes également qu'on pousse auprès de nos membres sur notre site, sur LinkedIn et Twitter, qui sont les sites sur lesquels on stocke nos contenus. Pendant le confinement, on a sorti énormément de contenus vidéo et online, des live storms. On en avait 2 par jour à peu près sur les différents sujets qu'on mettait en ligne sur notre sur YouTube et sur une page de notre site qui était dédiée avec un kit complet à destination des entrepreneurs et investisseurs pour voilà, faire appel aux différents pardon, je perds mes mots, pour faire appel aux différentes aides auxquelles ils avaient droit, mais également voilà comment gérer son churn en plein confinement, comment aller chercher de nouveaux clients, sur la communication interne envers ses équipes, sur le site sous forme d'articles, sous forme de vidéos et beaucoup sur nos réseaux sociaux. Et par rapport au modèle économique de ce type d'événement, c'est souvent que les communautés, en termes de budget, c'est toujours un peu ric-rac pour être bien rentable, surtout avec des gros événements comme le FD Day ou d'autres événements que vous organisez. Comment est-ce que vous fonctionnez? Parce que je sais que par exemple pour les adhérents dont je fais partie, il y a une place dédiée qui fait partie du prix de l'adhésion, en fait. Donc on paye 0 pour venir au France Digital Day. Mais après, du coup, pour financer toute la machine autour du France Digital Day, est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus pour cet événement? Tout à fait. Il y a 2 sources de revenus. La première, ce sont les sponsors. On fait sponsoriser certaines opérations de l'événement, que ce soit par des corporates ou par des startups également. Parfois, elles ont envie d'une visibilité particulière sur un événement et vont sponsoriser à hauteur en fonction de leurs besoins, et, enfin, de leur budget et leur capacité, évidemment, vont sponsoriser certaines parties de l'événement. La seconde, qui représente un quart des revenus, qui n'est pas forcément un revenu financier, mais qui représente surtout, qui nous permet une économie incroyable, c'est de s'appuyer sur notre communauté. On a une communauté qui est énorme et qui nous met à disposition ces outils, qui nous met à disposition des goodies, par exemple, qui nous mettent à disposition dans le cadre de partenariats, évidemment. On a pas mal de bénévoles, notamment, ce qui nous coupe les coûts d'agences d'hôtesse et autres salariés, pardon. Donc voilà, on a des étudiants de la tech qui sont bénévoles et en contrepartie, on leur offre un accès au réseau. On a typiquement Startup Bordelaise, Gobi, qui nous offre je perds le mot, les gourdes. Les gourdes, pardon. Donc voilà, on s'appuie beaucoup sur notre communauté pour nos différents outils, pour nos différents besoins également, ce qui nous permet d'économiser un quart des budgets. Ok. Qui nous permet d'être rentable à la fin, quand c'est possible. Super intéressant. Merci beaucoup. On a déjà bien débordé, mais c'était passionnant et très riche en informations. Juste une dernière question pour toi. Selon toi, quelle est quelles sont les qualités absolument indispensables pour être un bon community builder? C'est une très bonne question. Les qualités indispensables, je dirais d'être avenant et d'avoir une capacité d'écoute qui est important parce qu'on travaille au service d'une communauté et on travaille pour elle, avec elle. Et donc c'est très important d'être capable d'entendre, de comprendre leurs enjeux et de les traduire derrière en action. La seconde, c'est d'être structuré. Surtout avec une communauté. Plus la communauté est grande et plus on a besoin de structure.
d'être structuré dans la manière dont on prend contact avec notre communauté, mais également dans la manière dont on va suivre cette communauté et d'être régulier, donc de garder le lien régulièrement. Même si on met un peu de temps à répondre, on répond toujours. Peu importe que voilà, ils ont les adhérents et la communauté a toujours des questions, a besoin de liens, a besoin d'être rassurés. Donc ça, c'est très important d'être régulier et intransigeant là-dessus. Merci beaucoup. Je vous partage à toutes et à tous le lien vers nos prochains Community Talks, puisqu'on en a encore un autre là dès jeudi, qui sera avec la communauté ANDRH, la communauté du DRH. On aura dès la semaine prochaine le réseau alumni de The ADECO Group, un grand réseau d'anciens collaborateurs, un enjeu stratégique, notamment de plus en plus quand on parle de salariés boomerang. Ce sera très intéressant du coup de savoir quelle est la valeur de créer un réseau d'alumni au sein d'une grande entreprise comme ADECO. Nous aurons aussi le Village by CA très prochainement qui va faire une intervention sur sa communauté. Et on terminera fin septembre avec l'IME, qui est l'Institut du mentorat entrepreneurial à Paris, rattaché à la CCI de Paris, qui viendra aussi nous partager son expérience d'animation de communauté, notamment autour de tout ce qui est parrainage, parrain, marraine, notamment avec les entrepreneurs. Je vous partage le lien. Merci beaucoup, Dina. Merci à toi pour l'invitation. J'en profite pour vous partager également qui est France Digital et une présentation et ce que nous faisons. Et avec plaisir pour échanger si vous le souhaitez. Je vous mets mon adresse email. N'hésitez pas à m'écrire. Merci à toutes et à tous aussi pour vos questions. Et puis, on vous donne rendez-vous au France Digital Day de la semaine prochaine. Personnellement, j'y serai. Et puis, rendez-vous dans nos prochains Community Talks dès jeudi. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au revoir.